La vérité en face. La vérité en face ce matin, faut-il aimer pour gouverner? C'est une grande question. Yves Marek est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes ambassadeur, secrétaire général de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, ex-président de la Fédération française des échecs. On verra que finalement la stratégie est aussi importante. Et auteur de ce livre Gouverner, c'est aimer aux éditions Ballant, avec ce sous-titre Anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes. Mais il est important effectivement ce sous-titre, un art sublime, vous dites, de gouverner les hommes. Et l'idée un petit peu de cet ouvrage, c'est de tenter, à travers des citations très nombreuses, on reviendra sur ces auteurs, ces penseurs, de redorer d'une certaine façon l'image de nos politiques en partant du principe qu'il y a un véritable art à gouverner. C'était pas, en tout cas, un petit défi aujourd'hui que de vouloir réconcilier les Français avec leurs gouvernants. Oui, je crois que c'est important. Et au fond, quand on entend parler de politique, souvent on a des discours, j'allais dire, un peu poujadistes. Les politiques sont corrompus, prennent des mauvaises décisions, ne pensent qu'au court terme, pas au long terme. Et donc il y a l'idée, enfin surtout depuis qu'on est rentré dans l'ère démocratique, que le peuple est parfait. Et on a mis en plus dans la tête des gens que la politique c'est des problèmes et des dossiers, et que finalement on doit juger les politiques. Tandis que dans les siècles précédents, et je remonte jusqu'à bien avant Jésus-Christ, avec les Chinois et d'autres, et sous l'Antiquité, il y avait des conseillers des princes, il y avait des princes penseurs, Marc Aurèle et d'autres, et qui étaient plus des moralistes que des moralisateurs. C'est-à-dire des gens qui connaissaient la nature humaine, qui savaient comment faire avec le temps, avec les passions, s'adapter, savoir que les choses ont un rythme. Et donc, on entrait plus dans le domaine de l'art. Et cet art, d'une certaine manière, depuis l'ère démocratique, on a un peu voulu le nier. Parce que la figure du prince qui doit faire avec un peuple parfois imparfait, contradictoire, qui a des passions, est peut-être une idée qui nous gêne en démocratie. Vous parlez du prince, le prince de Machiavel, on pense, voilà, notamment, et l'expression qui est restée être machiavélique. Voilà. Finalement, dans cet ouvrage, il y a une réhabilitation de Machiavel, d'une certaine façon, de cette pensée-là, en tout cas, de ce courant de pensée. Oui, parce que Machiavel, finalement, est un grand démocrate. C'est un observateur un peu retiré des affaires lorsqu'il écrit. C'est quelqu'un qui dit, par exemple, rarement les désirs d'un peuple libre sont pernicieux à sa liberté. Donc c'est quelqu'un qui croit à la liberté du peuple, qui croit à un mouvement profond qui va vers le bien, si j'ose dire, du peuple. Et donc on a voulu précisément le discréditer, précisément parce que nous sommes dans un monde dans lequel on n'aime pas voir la cuisine du pouvoir. Et d'ailleurs, je cite aussi Ortega y Gasset qui dit le propre de l'art politique, c'est de nier qu'il existe. Parce que et les gens eux-mêmes sont contradictoires. Parce que, par exemple, on n'aime pas dire que le politique est manipulateur, qu'il a un art. Mais en même temps, je me souviens qu'on disait Mitterrand, quel artiste. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'une certaine manière, inconsciemment, on sait qu'il y a un art. Mais on a du mal à l'admettre. Et en ayant du mal à l'admettre, finalement, on ne rend pas service aux politiques ni à la politique parce que on lui retire ce qu'il y a de plus humain en elle. On veut nier qu'il y a une gestion des émotions du peuple et que c'est ce qui est beau en elle. Alors, vous dites d'ailleurs dans ce livre, gouverner c'est aimer, donc c'est un sentiment, c'est le titre de ce livre. Et lorsqu'on interroge les Français aujourd'hui sur leurs sentiments vis-à-vis du politique, on a l'inverse, on a la méfiance, le dégoût, l'ennui. Ça veut dire que c'est rompu, définitivement rompu. Je crois que c'est une chose qui date qui vient de très loin. Je pense que j'ai beaucoup étudié à un moment de ma vie les études d'opinion. De manière générale, quand on interroge les gens sur les partis politiques, ils donnent systématiquement une opinion négative. Parce qu'on doit en penser du mal. Ça c'est rentré dans l'opinion commune. Mais c'est peut-être la petite ambition très, très, très modeste de livre, c'est arriver à changer cette opinion de très profondément ancrée, en faisant reconnaître et admettre à tous qu'avec une unanimité formidable depuis des millénaires, et sur tous les continents, les plus grands penseurs ont à peu près porté sur la nature humaine les mêmes jugements, et que c'est une science noble en quelque sorte, un art.
Vous avez quand même une cible particulière dans cet ouvrage, assez clairement identifiée. Ce sont les Lumières, le mouvement des Lumières et la Révolution française. Pour vous, ça a été une rupture radicale et ils sont responsables en grande partie de la défiance qu'on peut avoir pour nos personnels politiques, notamment? Oui, d'une certaine manière, parce que Pourquoi les Lumières, c'est évidemment quelque chose de très bien qui a donné parce que c'est le progrès, de grandes idées. Mais je dirais que le propre de toutes les grandes idées, c'est qu'elles deviennent des vulgates, qu'on les simplifie. Et finalement, les Lumières ont donné beaucoup de juridisme. Donc beaucoup de gens, c'est le droit. Donc une vision un peu mécanique de la société, même en philosophie. Ouais. Avant, vous aviez des morales souples, et puis vous avez Kant, l'impératif catégorique kantien, avec des conséquences strictement hypothético-déductives. Voilà. Et donc... On rentre, je dirais, dans une vision un peu mécanique on n'agit plus, on respecte le droit par rapport à ce qui était le cas à la Renaissance, où donc on doit respecter des règles, et puis il y a une espèce de dictature du droit, et à la limite, à un certain moment, le droit poussé à la limite, ça devient, je dirais, la bêtise du guichetier avec son tampon derrière. Vous n'avez pas rempli la bonne case, ça n'est pas conforme à ceci, et ça devient finalement un appauvrissement intellectuel. Ça veut dire quoi, qu'on manque de discernement ? Qu'on manque de discernement, parce que par définition, le droit, c'est le grand professeur Savatier qui disait, c'est l'adaptation humaine de la justice, humaine donc imparfaite. Et donc c'est imparfait parce qu'on ne peut pas régir la vie par des lois. Et alors d'ailleurs, dans le livre, il y a un chapitre entier sur les lois, et je montre que tous les grands hommes de pouvoir ne croient pas aux lois. Et d'ailleurs, on exagère beaucoup dans le discours courant le rôle des lois. Parce que la plupart de la politique ne passe pas par les lois. Quand on décide de faire des incitations fiscales, d'aider tel secteur, c'est pas la loi en tant que telle. C'est l'utilisation du budget, c'est la politique, c'est le discours, c'est l'incitation. Il y a une espèce de discours un peu simpliste. Je crois que la politique, c'est la loi, il faut faire des lois. L'action publique prend des formes... Avec des politiques plus gestionnaires finalement qu'acteurs véritablement. Oui, et puis ce qui apparaît quand on regarde toute la constance de cette pensée politique, c'est qu'il y a d'une certaine manière tout un art d'épouser le mouvement du monde, les évolutions de la société, et puis les comportements des gens. D'ailleurs, il y a même des économistes américains qui ont fait des études très amusantes sur les effets pervers, qui disent on croit par exemple dans tel quartier avoir réduit la délinquance, et on a pris telle et telle mesure, mais qui en fait n'ont servi à rien, parce que si on regarde bien, ce qui a fait la délinquance, c'est tout simplement qu'au bout de 10 ans, les délinquants, ils étaient trop vieux pour commettre des crimes, et que la génération d'après, parce qu'il y avait eu la loi sur l'avortement, etc., en fait, il y en avait moins. Et tout simplement, mécaniquement, par l'évolution de la vie elle-même, les choses se sont réglées, alors qu'on a cru, avec une espèce d'orgueil rationnel qui vient beaucoup des Lumières, qu'on allait tout régler, tout régenter par des textes. Mais justement, vous parlez de cette société qui évolue. Avant, on était plutôt tourné vers la famille. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société d'individualisme, moins solidaires les uns les autres. Mais comment, justement, avec toutes ces individualités, comment faire un groupe solidaire ? À la vérité, quand on parcourt tant de millénaires d'histoire et qu'on constate que Sénèque dit la même chose que Churchill, par exemple, ou que Maître Yoda que vous citez, Star Wars. Yoda, oui, parce qu'il y a aussi dans ce livre beaucoup d'humoristes. Et d'humoristes, effectivement. Des dialogues de Michel Audiard, et parce que, évidemment, les humoristes aussi sont des observateurs de la nature humaine. Je cite énormément d'écrivains aussi, comme Stéphane Zweig, Romain Gary, parce qu'évidemment, naturellement, lorsqu'on écrit sur la nature humaine, on observe les mêmes choses que les politiques. Et donc, on a effectivement cette continuité de pensée qui donne à penser que finalement, l'être humain change très peu. Et personnellement, je suis un peu toujours sceptique sur les futurologues, qui sont toujours très nombreux, qui disent le monde de demain ne sera pas comme aujourd'hui, et autre chose de ce genre. Ça a un peu changé quand même. Oui, mais les formes changent, mais l'essence change très peu, parce que les passions humaines, les rapports des uns aux autres sont globalement, je pense, assez stables.
Allez, on revient dans un instant, 9h44 sur Sud Radio avec vous, Yves Marek. Je rappelle cet ouvrage, le titre « Gouverner, c'est aimer », anthologie morale de l'art sublime, j'insiste, de gouverner les hommes aux éditions Ballant. On continue d'en parler avec vous et puis avec nos auditeurs, bien sûr. Un numéro 0826 300 300. À tout de suite, 9h44. La vérité en face. Avec cette question ce matin, faut-il aimer pour gouverner? Yves Marek est avec nous avec ce livre, Gouverner, c'est aimer. Anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes. Vos appels 0826 300 300. Que pensez-vous de ce titre? En tout cas, est-ce qu'il est évocateur pour vous? Ouais, Yves Marek, il y a le verbe aimer, il y a aussi un mot qui revient souvent, c'est le mot tendresse. C'est la tendresse, l'empathie aussi vis-à-vis des Français. C'est une question qui se pose beaucoup en ce moment où un certain nombre de Français se sentent méprisés par leurs élites. C'est un sentiment qu'on peut comprendre aujourd'hui, clairement, de la part de certaines élites notamment. Oui, c'est une constante dans ce livre où je rassemble des penseurs politiques depuis toujours. C'est que, au fond, même d'ailleurs les dirigeants que l'on croit les plus durs sont des gens qui n'ont jamais négligé que la puissance souveraine, notamment Napoléon, c'est l'opinion. Et que si on n'a pas, et même ce qui passe pour les grands dictateurs, et que je cite, ont toujours pensé que leur véritable royaume était dans le cœur de leur sujet, si j'ose dire. Et donc, il n'y a pas d'avenir politique, en quelque sorte, sans une empathie, un lien de confiance entre le pouvoir et les hommes. J'ai un chapitre d'ailleurs aussi sur la confiance, et on voit que tous les politiques, et même ceux qui aujourd'hui nous paraissent comme des gens redoutables, ont toujours pensé qu'il valait mieux inspirer la confiance, il valait mieux même d'ailleurs faire confiance quitte à être trompé, que de se baser sur la défiance. Et donc, il n'y a pas de politique, et c'est vraiment une chose très constante chez les politiques, sans une considération pour le peuple, et notamment le peuple n'est pas une chose, un chapitre aussi là-dessus, c'est les grands, comme on disait sous Louis XIV, chez nous on pourrait dire le CAC 40 et autres. Lorsque le sentiment existe que celui qui est à la tête de l'État ou le pouvoir ne fait pas corps avec l'ensemble du peuple et qu'il est et qu'il se rapproche d'une caste, si j'ose dire, qui méprise le peuple, c'est généralement l'échec assuré. Oui, mais... Que ce soit Napoléon, De Gaulle, il y a une méfiance profonde, Chirac aussi d'ailleurs, à l'égard des corps intermédiaires trop puissants, parce que le peuple en quelque sorte aime bien en quelque sorte la symbiose avec ce qu'il représente, mais pas avec des corps intermédiaires qui veulent le déposséder de. Et on le voit avec Emmanuel Macron effectivement qui met un peu les corps intermédiaires de côté, et ces corps intermédiaires qui justement râlent d'une certaine façon, ne sont pas d'accord avec ça. Oui, Cécile. Oui, c'est le taux. Je voulais rebondir sur le taux d'abstention, puisque finalement c'est un marqueur social important aujourd'hui de se dire que finalement les citoyens ne font pas corps avec les politiques, ou inversement en fait. C'est ce qu'on reproche. On leur reproche du mépris, on leur reproche le manque d'empathie. Donc il y a forcément une fracture. Oui, je pense que c'est un phénomène qui n'est pas propre à la France et qui touche la plupart des démocraties occidentales. Et d'une certaine manière, je pense que c'est lié au sujet que je traite dans mon livre, c'est qu'à partir du moment où la politique est plus le traitement de dossiers, de questions, les passions humaines sont moins mobilisées, les affects sont moins sollicités, et peut-être que les gens sont moins concernés parce que on croit que la politique ce sont des problèmes à résoudre, alors que, comme le dit Gandhi, c'est un mystère à vivre. Oui. Oui. Alors, pour revenir sur la question de la démocratie aussi, gouverner, c'est réussir aussi à séduire d'une certaine façon, séduire les Français en l'occurrence, séduire le peuple. C'est quoi la différence entre l'art de gouverner d'un côté et l'art de manipuler de l'autre? Il y a une frontière qui est ténue peut-être en démocratie? Oui, il y a une frontière qui est effectivement ténue, parce que la politique implique le mensonge, et il le faut, mais on peut mentir et être vrai d'une certaine manière. D'ailleurs, j'ai mis en exergue des chapitres sur le mensonge, une phrase de Montaigne, quelqu'un qui ne passe pas comme Machiavel, comme un méchant. Et Montaigne dit qu'il faut réhabiliter le mensonge. Et puis, quand on parle de l'art de manipuler,
et c'est une des idées contre lesquelles ce livre veut lutter en rappelant... On est au cœur justement de l'ouvrage. Justement, voilà. Et de la sagesse politique, c'est que derrière, au fond, quand on parle d'art de manipuler, d'une certaine manière, implicitement, on pense que il faudrait manipuler le peuple parce que le peuple ne serait pas d'accord. Et donc, on est effectivement... Le tromper, ouais. Voilà, on a mis dans la tête des gens l'idée que les mesures politiques étaient forcément des mesures difficiles, ingrates, et qu'il fallait mentir aux gens, ou qu'il fallait les forcer, et que les mesures étaient forcément douloureuses. Comme certains médecins pensent que si le médicament n'a pas un goût amer, c'est un mauvais médicament. et je cite beaucoup de politiques, notamment Edgar Faure qui a dit ça avec beaucoup d'humour, qui dit qu'il faut arrêter de penser que le chirurgien est habile. Voilà, un chirurgien, on ne reproche pas à un chirurgien d'être habile. Il disait, il n'est pas interdit à un gouvernement de prendre des mesures populaires. Et effectivement, et il avait même dit, la démagogie, on n'en fait jamais assez. Mais précisément, les bonnes mesures sont souvent les mesures populaires. Il n'y a pas de raison, et c'est là que nous sommes entrés dans une conception un peu maladive du pouvoir, très doloriste, très, très souffrante, où on croit qu'ils vont prendre des mesures douloureuses, que la réforme des retraites sera difficile ou autre. Mais c'est une erreur. Si on regarde sur le long terme, les bonnes mesures sont des mesures qui sont plébiscitées. Et donc, si croire et se mettre dans la tête, dans la partie des dirigeants qui vont faire mal au peuple, si j'ose dire, ça va être dur, qui est une pensée très souvent fréquente dans les milieux techniciens. On croit qu'il faut faire... Mais ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, dans la vie générale, les choses qui réussissent arrivent le plus souvent par grâce sans qu'on s'en aperçoive. Que je ne sais plus quel penseur a dit l'effort est le signe de l'erreur, mais d'une certaine manière, beaucoup de choses qui réussissent, c'est un peu comme la mouche sur la vitre qui reste sur la vitre longtemps, mais enfin la porte, la fenêtre à côté est ouverte et quand elle passe, elle ne savait pas qu'il y avait une vitre. Et en politique, vouloir être populaire et prendre des mesures en matière économique en particulier, parce que l'économie c'est aussi une science morale, c'est-à-dire qu'il y a des données économiques, mais aussi il y a la motivation des agents, il y a le phénomène de confiance qui est extrêmement important. Donc si les mesures sont prises dans la douleur, et si précisément parce que la politique n'est pas humaine, parce qu'on l'a perdue, elle est perçue comme une violence au corps social, elle n'a aucune chance de réussir, et donc il n'y a pas de bonne mesure impopulaire. C'est une erreur qu'on nous a mis en tête, mais il faut trouver le moyen pour que la mesure soit populaire, et si on prend la plupart des hommes d'État que je cite, ils sont très peu dans ce discours doloriste qui est un discours technicien assez récent. Mais c'est pas un peu populiste finalement de prendre toujours des mesures qui plaisent à tout le monde et qui sont populaires? On peut pas prendre que des mesures populaires. Mais précisément, si on fait confiance, c'est un acte d'amour, à l'opinion, au peuple, il n'y a pas de raison de penser, qu'il est crétin, ni que les bonnes mesures ne soient pas des mesures qui lui plaisent. Et donc, dans la pratique, on constate bien souvent que des politiques qui ont réussi, on les oublie parce qu'elles réussissent, n'ont pas généré d'obstacles majeurs. En revanche, si on pense dès à présent, j'ai moi-même fait 6 cabinets ministériels, donc j'ai une certaine expérience des politiques publiques. Si on pense à l'avance que ça va être difficile parce qu'on va opposer et qu'on va ruser sur savoir comment imposer, c'est probablement que le projet est faux dès le départ et qu'il n'est pas en résonance, en empathie avec quelque chose qui accompagne le mouvement de la société dans le bon sens. Mais vous êtes un peu à rebours justement de la pensée actuelle, dominante qu'on peut avoir, qui est de dire finalement, pour renouer avec la confiance des Français, nos politiques doivent être davantage vertueux. Vous, pour le coup, c'est plus, il faut respecter cette verticalité et d'une certaine façon, reconnaître justement que gouverner, c'est un art. Donc là, on est vraiment, d'un côté, on parle de démocratie participative, de renouer cette confiance, de vertu de nos dirigeants, et puis de l'autre, cette verticalité finalement que vous prenez d'une certaine façon. Il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui décide.
Évidemment, on peut toujours se faire des illusions sur la démocratie participative, sur l'autogestion, mais ce sont des mensonges que nous faisons à nous-mêmes. Et d'une certaine manière, ce sont des réactions par défaut qui sont causées par la défiance du politique. Donc c'est une sorte de poujadisme. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que dans l'histoire, notamment si vous regardez la situation en 1956, quand il y a eu l'évolution du mouvement Poujade qui a renversé le gouvernement Edgar Faure, qui je crois menait une politique sage et équilibrée, et il y a eu deux oppositions simultanées. Il y a eu celle de Poujade et celle de Pierre Mendès France, qui était très ami avec Edgar Faure, mais qui a choisi le parti inverse. Et finalement, d'une certaine manière, Poujade et Mendès France, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire la pulsion qui faisait aimer la rigueur et la dureté un peu psychorigide, si j'ose dire, de Mendès France, et la pulsion psychologique chez ceux qui l'aimaient, est un peu la même que celle qu'il y avait chez Poujade. C'est une forme de rejet de la politique, je dirais, humaine de bon père de famille, en disant il faut que ce soit comme ci, comme ça. L'une est pour les classes, je dirais, qui résonnent de manière instinctive et primaire, et l'autre c'est pour les classes intérieures. C'est plus un poujadisme mondain en quelque sorte. Et donc dans l'idée, je dirais, du gouvernement éclairé, il y a aussi parfois l'idée d'un rejet de la nature humaine au profit d'une raison qu'on croit parfaite. Et donc on remet l'amour en avant. Gouverner, c'est aimer. Yves Marek, anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.